Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Patrick Stefanini, qui est haut fonctionnaire, spécialiste des questions d'immigration, qui a été notamment directeur de la campagne présidentielle de François Fillon en 2017, et qui présente aussi son livre « Immigration, ces réalités qu'on nous cache » chez Robert Laffont. Oui, en ce moment, beaucoup de réalités. On nous cache sur le côté Covid. On a vu que avec le docteur Maudruc, il y avait pas mal de choses. Et on l'a vu d'ailleurs dans notre émission tout le long de ces derniers mois, combien on nous cachait certaines choses. Mais là aussi, dans l'immigration et l'immigration, cela fait au moins 30 ans, presque 40 ans qu'on en parle, depuis un certain regroupement familial, mais puis beaucoup d'autres choses. Patrick Stefanini, vous avez aussi dirigé la campagne de Jacques Chirac, pour les 2 présidentielles, je crois, la campagne de Valérie Pécresse en Île-de-France, et puis celle de François Fillon dont parlait Clémence. Alors, cette immigration, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que c'est... Mais depuis 30 ou 40 ans, même plus, c'est un peu l'auberge espagnole du fantasme. C'est des fantasmes, plutôt pas du fantasme. Chacun y apportant ce qu'il veut et justement y mettant peut-être autant je dirais, de surréalité, autant d'émotions pour être poli que d'autres choses. Je voudrais d'abord qu'on fasse l'état des lieux, Patrick Stefanini, puisque aujourd'hui, on en est où exactement par rapport aux chances pour la France de Bernard Stasi il y a 40 ans déjà? Moi, j'ai jamais cherché à faire de l'immigration un article de foi. Donc, quand Bernard Stasi dit que l'immigration c'est une chance pour la France, il y a des gens qui sont d'accord avec lui, et il y a des gens qui, évidemment, considèrent que ça n'est pas le cas. Moi, j'essaye d'analyser l'immigration d'un point de vue objectif, et c'est au fond la réponse à votre première question. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est que nous faisons face en France, depuis 20 ans, depuis la fin des années 90, jusqu'à l'année 2019, nous faisons face à une vague migratoire qui est puissante, qui est au moins aussi puissante que la vague migratoire que la France a connue après chacune des 2 guerres mondiales. Mais à l'époque, après chacune des 2 guerres mondiales, la France a eu recours à l'immigration pour des raisons assez évidentes, liées d'abord à notre démographie. La jeunesse française s'était fait faucher sur les champs de bataille, décimée entre 1914 et 1918. La France avait besoin donc de travailleurs supplémentaires pour combler cette béance. Donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a une vague migratoire qui est liée à notre démographie. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a une vague migratoire qui est liée à la puissance de la croissance dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Souvenez-vous, la croissance à l'époque, elle nous ferait rêver aujourd'hui. C'est 5% par an. Ouais, c'est fou. Aujourd'hui, oui, c'est un délire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bien sûr dans la récession. Mais si vous prenez les 20 dernières années, on a eu des taux de croissance de 1%. Donc rien qui ne justifie le recours massif à l'immigration. Et pourtant, depuis 20 ans, s'est formée une vague migratoire qui est au moins aussi puissante que les 2 vagues migratoires dont je viens de parler. Et je vais essayer de ne pas noyer vos auditeurs sous les chiffres, mais quand même, il faut rappeler les fondamentaux. En 2000, la France délivre 150 000 titres de séjour. En 2000. Ouais, en 2000, 150 000 titres de séjour. Par rappeler les chiffres. 150 000 titres de séjour. Par an. L'année 2000, on en a délivré 150 000. En 2019, on en a délivré 274 000. Donc une augmentation de plus de 80%. Et je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me citer une réalité économique ou démographique dans la France des 20 dernières années qui a augmenté de 80%? Moi, j'en connais pas. Donc on voit bien qu'on a une poussée migratoire qui est sans lien et avec notre démographie et avec notre économie. Et vous avez en parallèle un phénomène qui est l'augmentation des demandes d'asile. En 2000, on accueille 40 000 demandeurs d'asile. Ça ne veut pas dire que tous ont le statut de réfugié. On est très loin de ça. Mais on accueille 40 000 demandeurs d'asile. En 2019, on en accueille 132 000. Donc là, on a multiplié par plus de 3 le nombre des demandeurs d'asile qui ont été accueillis. Donc la vague migratoire, elle est incontestable, elle est puissante, elle est niée. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Ces réalités qu'on vous cache ». Elle est niée par une partie des démographes, une partie, je ne citerai pas de nom, parce que l'école démographique française est diverse, mais une partie des démographes s'obstine pour des raisons purement idéologiques à expliquer qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration en France, que l'Allemagne accueille plus de migrants que nous,
que d'ailleurs notre solde migratoire est faible, etc., etc. Et puis que l'immigration rapporte beaucoup plus qu'elle ne coûte, etc., etc. Rapporterait. On en parle tout de suite après les informations. Patrick Stefanini, on est qu'au début de notre entretien et c'est intéressant de dire voilà où on en est sur l'immigration et ces réalités qu'on nous cache. Et Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Patrick Stefanini, on parlait justement d'aller donner des chiffres d'ailleurs très très parlants sur 2000 et 2019, 2020, enfin, sur ce qui s'est passé, le quadruplement, le triplement d'un certain nombre de chiffres, que ce soit les immigrations, les immigrants, les demandeurs d'asile, etc. Mais alors, pour tout le monde, pour vraiment une pensée peut-être pas dominante, mais enfin très répandue, c'est que les vannes se sont ouvertes avec le regroupement familial de Giscard Chirac en 1975, et on dit qu'à ce moment-là, que l'immigration de travail s'est transformée en immigration de peuplement. Vous vous dites c'est plus compliqué que ça. Oui, je dirais même que c'est à la fois vrai et faux. Alors, c'est vrai parce qu'en 1974, après le premier choc pétrolier, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a le réflexe, il stoppe totalement l'immigration professionnelle. Et donc, on pouvait penser qu'à ce moment-là, l'immigration allait décliner de manière très rapide. Mais quasiment au même moment, pour des raisons liées notamment à l'évolution de la jurisprudence, et notamment de la jurisprudence européenne, on institue le regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité pour un travailleur étranger qui vit en France de faire venir en France sa femme et ses enfants. Ce qu'on peut comprendre aussi. Ce qu'on peut comprendre. Et donc, l'immense majorité des travailleurs étrangers qui étaient arrivés dans les années 60 font venir en France, sur la base du regroupement familial, les membres de leur famille. Alors, simplement, la question que tout le monde se pose, comme l'immigration professionnelle avait été arrêtée en 1974... Complètement, pratiquement. Complètement. Il y avait quelques exceptions, mais il fallait une autorisation spéciale du ministre. Bon, donc c'était quasiment impossible. Mais tout le monde s'attendait à ce que progressivement le flux du regroupement familial se tarisse, puisqu'encore une fois, le regroupement familial, c'est un travailleur étranger installé en France qui fait venir les membres de sa famille. Si vous stoppez le robinet de l'immigration professionnelle, 10 ans ou 15 ans plus tard, normalement, vous n'avez plus de regroupement familial. La vérité, c'est qu'à partir du début des années 2000, il y a un nouveau moteur qui s'allume dans l'immigration familiale, qui n'est pas le regroupement familial. On n'en parle jamais. C'est pas le regroupement familial. C'est quoi ? C'est la possibilité pour des Français de faire venir leurs conjoints de nationalité étrangère. D'accord. De nationalité étrangère. Et oui, vous dire, j'ai épousé, mettons une Marocaine ou une Tunisienne. Oui. Et je l'ai épousée. Souvent, je l'ai épousée dans son pays d'origine, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Et comme le droit au mariage est un droit constitutionnel, ça, évidemment, il viendrait à l'esprit de personne de le remettre en cause, j'ai la possibilité de faire venir mon conjoint que je viens d'épouser, de lui faire attribuer un titre de séjour, et ensuite, elle pourra devenir française. Alors, simplement, quand on creuse un peu le sujet, parce que vous avez certains démographes, comme par exemple M. Lebras, qui dit mais c'est fantastique, il y a une progression des mariages mixtes, ça montre que l'intégration en France est en marche. Mais c'est pas du tout la réalité. Quand on creuse un peu, on se rend compte que ces Français qui épousent des ressortissants étrangers et qui en général les épousent dans leur pays d'origine, ce sont des Français de très fraîche date. Ce sont des étrangers. Ah oui, on a regardé, en fait, on a bien étudié. Ce sont des étrangers qui ont été naturalisés français depuis peu de temps. Et vous savez que aujourd'hui, vous pouvez devenir automatiquement... Les enfants étrangers de parents étrangers deviennent automatiquement français. Ils peuvent même devenir français à l'âge de 13 ans, si leurs parents en font la demande. Et sinon, ils deviennent français à l'âge de 16 ou de 18 ans. Et on a constaté que c'était en grande majorité des Français de fraîche date, c'est-à-dire des étrangers récemment naturalisés, qui précisément parce qu'ils ne sont pas intégrés de manière satisfaisante, retournent au pays pour y prendre femme, pour l'essentiel. Ça peut, jouer dans les deux sens. En général, ça joue dans ce sens-là. Et qui ensuite font venir
en France leur conjoint. Mais c'est pas du tout une preuve de ce que l'intégration marche bien. C'est même l'inverse. On a affaire à des ressortissants étrangers qui, parce qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés dans la société française, décident de se marier avec quelqu'un qui est originaire du pays qui est le leur et dont ils avaient encore il y a quelques années la nationalité. Et vous avez eu une explosion du nombre des mariages mixtes célébrés à l'étranger. On est passé d'environ 25 000 mariages mixtes célébrés à l'étranger. À peu près, vers quelle année? 95. 95, On est passé de 25 000 à 45 000 en 2015. Donc c'est une progression considérable. En 20 ans, doublé, quoi, pratiquement doublé. Quasiment un doublement. Et aujourd'hui, c'est plus le regroupement familial qui représente l'essentiel de l'immigration familiale. Il représente à peine 30% de l'immigration familiale. Pour l'essentiel, c'est le phénomène que je vous décris qui représente... Les mariages mixtes. Les mariages mixtes. Et il y a donc une forme d'endogamie. C'est-à-dire... Vous voulez dire que culturellement, c'est l'entre-soi culturel, quoi. Absolument. Et ça auto-alimente l'immigration familiale. Et c'est la raison pour laquelle l'immigration familiale s'est maintenue depuis 10 ou 15 ans quasiment au même niveau. C'est-à-dire que, grosso modo, aussi bien en l'an 2000 qu'aujourd'hui, il y avait environ 90 000 migrants familiaux par an. Et c'est le phénomène que je viens de décrire qui l'explique. Donc ce chiffre-là reste stable. Absolument. 90 000 immigrations familiales, enfin, voilà. etc. Et ça représente le tiers de l'immigration en France. Donc c'est considérable. Oui, c'est très important. Et alors, qu'est-ce que ça induit? Enfin, vous en parlez dans votre livre, mais justement, au livre que je recommande, aux auditeurs de Sud Radio, vraiment, si vous voulez faire une bonne idée de ce qui se passe, parce que c'est basé sur des faits, des chiffres et des réalités, franchement, assez incontestables. Le livre de Patrick Stefanini. Mais alors, qu'est-ce que ça induit, tout cela? D'abord, qu'est-ce qui fait que c'est resté... Pour certains, je parle pour effectivement le Front National, le Rassemblement National, c'est une question qu'avait soulevée Jean-Marie Le Pen depuis 40 ou 50 ans. Mais pour le reste du personnel politique non extrême, c'est resté soit un tabou, soit un encouragement, soit un déni. Qu'est-ce qui fait que c'est resté cette question-là, à part quelques personnes, enfin dont vous, dans d'autres, effectivement, qui en parlent avec chiffres et faits à l'appui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une espèce de « cachez-moi ceci que je ne saurais voir » ? Alors d'abord, il y a dans une partie du personnel politique des raisons idéologiques, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui en France, parmi les démographes, parmi les universitaires, mais également dans le personnel politique, des gens qui, en toute bonne foi, sont favorables à l'immigration et qui pensent, comme Bernard Stasi il y a 30 ou 40 ans, que l'immigration est une chance pour la France. Et puis sinon, il y a une autre réalité, c'est qu'au fond, la question de l'immigration, elle n'est jamais prioritaire. Il y a toujours d'autres sujets dont les politiques préfèrent s'emparer parce que la question de l'immigration, elle est difficile à maîtriser pour deux raisons essentiellement. La première, c'est qu'on a affaire à des hommes et à des femmes. Bien sûr. Et des enfants. Et des enfants, avec tout ce que ça veut dire avec le respect que l'on doit à la dignité, évidemment, de tout être humain. Bien sûr. Et puis aussi parce qu'il y a une dimension internationale dans la maîtrise des problèmes d'immigration. Pour renvoyer un étranger qui est en France en situation irrégulière, il faut que son pays d'origine délivre un laissez-passer consulaire. Parce que sinon, on ne peut pas le renvoyer. L'étranger qui est en France en situation clandestine, en général, il a détruit ses papiers. Parce qu'il sait que c'est le meilleur moyen de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine. Et donc, en général, on réussit quand même à l'identifier. On se tourne vers son pays d'origine, mais on dépend intégralement du bon vouloir de ce pays d'origine qui délivre ou pas le laissez-passer consulaire. Donc vous voyez qu'il y a une dimension internationale qui est très importante. Pour l'asile, c'est la même chose. La France est dans une situation très particulière en matière d'asile. Vous vous souvenez qu'il y a eu une poussée de l'asile en 2015-2016, à la suite de la guerre en Syrie, à la suite de la guerre en Irak, à la suite de la décision de la chancelière Merkel d'ouvrir les frontières de l'Allemagne. Vous avez une formidable poussée migratoire en Allemagne. Mais dans tous les autres pays européens, après 2016, on a serré la vis et la demande d'asile a considérablement diminué. En Allemagne, on avait 1 million de demandeurs d'asile en 2016, on en avait moins de 200 000
en 2019. Vous voyez le chemin parcouru dans la maîtrise des flux. Oui, on oublie que Merkel après a serré la vis. Là, oui. En France, c'est pas du tout le cas. En France, c'est pas le cas. La demande d'asile a continué à progresser après 2016. Et d'ailleurs, il y a eu un moment où la France est passée devant l'Allemagne en termes d'accueil des demandeurs d'asile. Et là aussi, il y a une dimension internationale qui est très importante. Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas davantage de notre réseau consulaire ? On a des consulats, la France est un grand pays, elle a des consulats un peu partout dans le monde. Et les demandeurs d'asile qui arrivent en France, ils n'arrivent pas directement du pays dans lequel ils disent être persécutés. Ils passent par des pays tiers, qui sont des pays tout à fait pacifiés, dans lesquels ils auraient tout à fait la possibilité d'aller au consulat demander l'asile. Et on pourrait traiter leur demande d'asile aussi bien qu'on le fait aujourd'hui, mais avec évidemment, à la fin de la procédure, si l'intéressé est débouté, il repart dans son pays d'origine sans aucune difficulté, ou il reste dans le pays tiers dans lequel il se trouve. Nous, on a un dispositif dans lequel l'essentiel des demandeurs d'asile arrivent en France. Ils sont déboutés. Quasiment 60% des demandeurs d'asile en France sont déboutés chaque année. Et 95% restent en France. Et ça scandalise une grande part de l'opinion publique à juste titre. En fait, oui, c'est ça. 60% sont déboutés, mais 95% de ces 60% restent. Absolument. C'est-à-dire, il n'y a que 3% qui, en fait, partent. Et effectivement, ça crée tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et même pour les immigrés eux-mêmes, enfin, ça crée un certain nombre de problèmes. Et ça explique la poussée du nombre des clandestins sur le territoire français. Il y a 20 ans, on considérait, vous savez qu'en France, il y a une allocation qu'on appelle l'aide médicale d'État. Oui, tout à fait. Elle est réservée aux étrangers en situation irrégulière. Donc quand on veut estimer le nombre des clandestins, il y a 20 ans, on disait combien il y a de bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État, il y en avait à l'époque 185 000, et on disait, donc ça veut dire qu'il y a 185 000 clandestins en France. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a plus de 320 000 bénéficiaires de l'AME. Donc on serait tenté de dire, il y a 320 000 clandestins. Mais non, l'expérience prouve qu'une partie des clandestins ne demandent pas l'AME. Soit parce qu'ils en ignorent l'existence, soit parce qu'ils ont peur d'entrer dans les radars de l'administration française, et quelque part, demander une allocation, ils se disent que ils vont rentrer dans les radars de l'administration française. On estime aujourd'hui, c'est l'estimation faite notamment par des parlementaires il y a 3 ans sur le département de la Seine-Saint-Denis, on estime que désormais il faut multiplier au moins par 2 le nombre des bénéficiaires de l'AME pour évaluer le nombre des clandestins. Oui, c'est-à-dire, selon ces critères-là, il y aurait 650 000 à peu près clandestins en France. On se retrouve juste après cela et avec les auditeurs de Sud Radio. Et voilà, et je vous rappelle le numéro de téléphone 0826 300 300 pour réagir évidemment à tous ces chiffres très percutants que nous donne Patrick Stefanini sur l'immigration, mais aussi sur les autres sujets abordés aujourd'hui, notamment ce sujet avec le docteur Gérard Maudru qui nous a rappelé que la France est intervenue au niveau de l'OMS pour qu'on ne parle pas de certains traitements, dont celui de l'ivermectine. Ça vous fait déjà beaucoup réagir au standard. Et puis vous pouvez aussi revenir sur le recours de notre avocate qu'on a reçue tout à l'heure, Clarisse Sand, devant le Conseil d'État, devant l'opacité des décisions du Conseil scientifique. Là aussi, vous réagissez. Allez, à tout de suite. Son invité Patrick Stefanini nous raconte justement ces réalités qu'on nous cache sur l'immigration. Et vous, ça vous fait beaucoup réagir au standard. On va commencer par donner la parole à Patrick, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Philippe. Bonjour, oui, c'est Philippe. Oui, bonjour Philippe. M. Berkov, bonjour M. Stefanini. Bonjour. Alors, je suis allé sur le site de l'INSEE, donc un site officiel, pour voir la population. J'ai vu, c'est intéressant parce qu'au 1er janvier 2021, leur estimation pour la France métropolitaine est de 65 249 000 habitants. D'accord. Un an plus tôt, on était à 65 123 000, donc à peine 100 000 de plus. L'année précédente, un peu plus de 65 millions. Donc on a une croissance, d'après l'INSEE, en France métropolitaine, d'un peu plus de 100 000 habitants par an. On est loin apparemment des chiffres que donnait M. Stefanini, là, avec tous les visas qui sont délivrés, ou bien les demandeurs d'asile. Alors je me demande, ma question est la suivante. Est-ce que les chiffres de l'INSEE sont exacts? S'ils sont exacts. Oui. On ne vous entend plus là. Repartent. Oui. Ça va, on vous entend. Est-ce que si les gens arrivent, d'autres Français partent? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de population? Alors, Patrick monsieur, je crois que vous avez tout à fait raison. Pour comprendre l'évolution d'une population comme la population qui réside en France, il y a 3 facteurs qui jouent. D'abord, il y a le solde naturel, c'est-à-dire la différence chaque année entre les naissances
et les décès. Et on sait que l'année 2020 sera, du point de vue du solde naturel, une année très médiocre, puisqu'on a eu à la fois une poussée de la mortalité liée au Covid, et en même temps, on l'a vu, une baisse des naissances. Donc ça, c'est le premier facteur, c'est le solde naturel. Mais la France se distingue des autres pays européens parce que jusqu'à maintenant, à la différence de beaucoup de nos voisins, à la différence de l'Allemagne par exemple, nous avons toujours eu un solde naturel positif. C'est-à-dire qu'à chaque année, il y a plus de naissances. Depuis toujours, enfin depuis très longtemps. En tout cas, si on raisonne sur les 60 dernières années, on a toujours eu un solde naturel positif. Le deuxième élément qui peut expliquer la croissance ou l'évolution de la population qui réside en France, c'est l'immigration. Et notamment ce qu'on appelle le solde migratoire des immigrés. C'est-à-dire la différence entre les immigrés qui rentrent en France et les immigrés qui repartent. Alors, l'INSEE l'estime, mais il faut aller le chercher dans les publications de l'INSEE, ce que j'ai fait pour écrire mon livre. Et le solde migratoire des immigrés, le dernier chiffre qui est disponible, c'est un chiffre de 2017. Il était cette année-là de 191 000. Solde migratoire des immigrés. Vous voulez dire positif, enfin positif. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait 191 000 immigrés de plus qui étaient rentrés par rapport à ceux qui étaient sortis. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2016, ça personne ne l'a commenté, alors que c'est une évolution majeure, le solde migratoire des immigrés est plus important que le solde naturel. Donc la croissance de la population qui réside en France, aujourd'hui, est davantage alimentée par le moteur de l'immigration que par le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances constatées en France et les décès constatés en France. Et enfin, le troisième phénomène, c'est le solde migratoire des Français, c'est-à-dire la différence entre les Français qui s'expatrient et les Français qui reviennent. Et alors, vous avez tout à fait raison, monsieur, depuis une dizaine d'années, c'est un phénomène qui est assez peu commenté, mais le solde migratoire des Français s'accroît. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de Français qui quittent la France qu'il n'y a de Français expatriés qui reviennent. On a une idée du chiffre. Oui, on a une idée. Oui. Et ça explique que le solde migratoire global de la France, quand on additionne le solde migratoire des Français et le solde migratoire des immigrés, ce solde migratoire global, c'est une différence entre un plus et un moins. Et il est aujourd'hui toujours affecté du facteur plus. Il a été longtemps estimé par l'INSEE à environ 50 000 personnes par an. La dernière... De plus, c'est-à-dire 50 000 qui partent plutôt que ceux qui viennent. Non, l'inverse. C'est-à-dire au total, Français et immigrés confondus, 50 000 personnes de plus chaque année qui arrivent en France en solde net. D'accord. Et la dernière estimation de l'INSEE sur le solde migratoire, elle est de 100 000. Ce qui confirme ce que je dis, à savoir qu'il y a des phénomènes d'immigration qui sont extrêmement puissants. Plus important. Voilà. Alors, depuis l'année dernière, nous sommes dans une période exceptionnelle. Moi, j'ai l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire que la crise sanitaire, elle a des conséquences sur l'immigration. Le nombre des demandeurs d'asile a baissé de 40% en 2020. Pour des raisons évidentes. Les frontières extérieures étaient fermées. Bien sûr. Les contrôles aux frontières extérieures étaient beaucoup plus sérieux. Ouais. Beaucoup de pays avaient arrêté des dispositifs de contrôle sanitaire aux frontières, etc. Donc la demande d'asile a chuté de 40%. Je rappelle qu'elle avait été multipliée par plus de 3 en 20 ans. Donc même avec une baisse de 40%, la demande d'asile de 2020 est très supérieure à ce qu'elle était en 2000. Et le nombre des titres de séjour délivrés en 2020, il a baissé de 20%. Ce qui là aussi est une baisse significative qui s'explique par le fait que nos consulats l'année dernière ont été fermés pendant plusieurs mois et que les services des étrangers des préfectures ont été fermés évidemment pendant la période du confinement. Et je rappelle que sur les 20 dernières années, le nombre des titres de séjour avait augmenté de 80%, donc même avec une baisse de 20%, vous voyez qu'on se situe très au-dessus de l'année 2000. Voilà, donc voilà les 3 facteurs qui expliquent l'évolution de la population et qui conduisent à ce que la population française, la population qui réside en France, continue à augmenter. Clémence. Alors, on retourne au standard 0826 300 300, un petit tour à Aix-en-Provence, on donne la parole à Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à tous. D'abord, bonjour à Clémence. Bonjour.
Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Stefanini. Un petit anagramme pour André Berkoff et après je vous dis ce que j'ai le plaisir de vous. Alors allez-y pour l'anagramme. Alors l'anagramme, vous écartez le B et vous savez qu'en grec André c'est l'homme, donc l'homme a du coffre. C'est gentil. Très bien. Facile, hein. Ouais, Bon, très bref. bien. Oui, Christophe, écoute. Vous savez, Monsieur Stefanini, vos chiffres sont tout à fait pertinents, mais ce qui est plus important dans la vie, c'est la qualité. Or, en 68, les étudiants étaient en révolte, en révolution. Il faut 7 à 8 ans pour faire un bon conseiller d'État. Et donc, depuis cette époque, nous avons une jurisprudence, Conseil d'État, Conseil constitutionnel maintenant, qui est favorable à l'immigration. Et vous pourrez faire ce que vous voudrez. Le mouvement est en marche. Mais je voudrais... Je peux vous répondre là-dessus? Mais je vous en prie. Alors, là où vous avez raison, je crois, c'est que dans une jurisprudence, celle du Conseil d'État, celle du Conseil constitutionnel ou celle de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut essayer de trouver un équilibre entre les droits individuels de toute personne et les exigences de la vie en société, les exigences collectives. Et je suis d'accord avec vous, depuis 20 ou 25 ans, cet équilibre est rompu et aussi bien le Conseil constitutionnel que la Cour européenne des droits de l'homme ont probablement davantage pris en compte les droits individuels, ce qu'on appelle les droits de l'homme, et un peu moins pris en compte les exigences de la vie en société. Allez, vous continuez de nous appeler. Mais je ne suis pas sûr que ce soit irréversible. C'est un point sur lequel j'ai peut-être une nuance avec vous, parce que je rappelle que dans un pays, on peut modifier la Constitution. Heureusement. Et dans les propositions que je formule dans mon livre, je reviens à une proposition qui avait été formulée par Nicolas Sarkozy, qui avait proposé d'instaurer des quotas. Et c'est sans doute le seul moyen de maîtriser l'immigration familiale. Mais pour instaurer des quotas, il faut modifier la Constitution. On va en parler. Et puis, Christophe, restez avec nous. On vous reprend juste après cette pause. Cette petite intermédiaire. Et puis, vous tous qui nous écoutez, vous continuez de réagir à ce numéro 0826 300 300. Français parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et la discussion continue entre André Berkoff et son invité Patrick Stefanini et son livre Immigration, ces réalités qu'on nous cache, édition Robert Laffont. Et vous aussi, vous êtes toujours là avec nous. Et Christophe est toujours là, lui aussi, d'Aix-en-Provence. Christophe. Je suis toujours là. Merci Clément. Alors je vais être très rapide parce que... Allez-y, oui, parce qu'on a beaucoup de monde. Mais allez-y, Christophe. Je le sais. Alors, donc, deux clignotants historiques. La bataille d'Andrinople en 378, 9 août, et puis les conséquences d'une épidémie. La première chose, en 378, l'empereur Valens fait rentrer 200 000 Goths sur ce qui est actuellement la Bulgarie, en se disant ouais, je vais avoir de la main-d'œuvre, etc. etc. Manque de peau, les Goths, ils veulent avoir des terres pour pouvoir subsister. Et là, Valens dit non, là, on donne pas les terres et tout. Donc, il y a révolte, il y a guerre. Et les Romains, les Gréco-Romains la perdent à Andrinople. C'est ce qui risque d'arriver. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la poussée musulmane est arrivée après la peste justinienne. Les grandes découvertes se sont faites après la peste de 1347-1351 et donc le mouvement du Covid va faire générer un autre monde, lequel je ne sais pas, mais je voulais vous le dire. Voilà. D'accord. Ok, Christophe. D'accord. Peut-être une réaction. Oui, allez-y. Une réaction. On entend souvent dire que l'économie française ne pourrait pas fonctionner sans recours important à l'immigration. Moi, je voudrais m'inscrire en faux contre cette assertion. Il est possible que dans certains secteurs, je pense à la restauration, je pense à certains métiers du bâtiment, le bâtiment, oui. Je pense à certains métiers des services,
il est possible que on ait besoin en effet de travailleurs étrangers à cause des conditions de travail qui sont considérées comme trop pénibles par une majorité de nos concitoyens ou à cause des rémunérations qui ne sont pas suffisantes dans ces secteurs. Mais je voudrais l'ubérisation, voilà. l'ubérisation. Mais je voudrais rappeler que chaque année en France, vous avez environ 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif, qui n'ont ni diplôme ni formation. Ce dont la France a besoin en priorité, c'est d'un gigantesque effort de formation professionnelle pour permettre à ces jeunes d'accéder à un emploi. Et le même raisonnement peut être tenu à propos des immigrés qui sont déjà présents sur le territoire national. Je rappelle que le taux de chômage des immigrés en France, il est de l'ordre de 15%, 2 fois supérieur au taux de chômage des non-immigrés. 2 fois supérieur. Donc la priorité pour l'économie française, ça n'est pas de faire venir de nouveaux immigrés, c'est de former ceux qui sont là. Former les personnes françaises ou immigrées, peu importe d'ailleurs à ce stade, qui sont présents sur le territoire et qui n'ont pas la formation professionnelle qui leur permet d'accéder à un emploi. Mais je ne comprends pas une chose, je réagis à ce que vous venez de dire, mais il y a eu des dizaines de milliards qui ont été dépensés sur la formation. Des dizaines de milliards d'euros. Oui, mais alors, ça a été mal dépensé. Mais qui ratent leur cible. Ah ouais, qui ratent leur cible. Ouais. Clémence. Allez, on va faire un petit tour dans cette belle terre du Pays Basque. On donne la parole à Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Florence. Bonjour madame. Radio. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir, ça faisait un moment. Vous voyez, tout vient à point à qui sait attendre. Allez-y Florence, on vous écoute. Oui, alors je voulais amener mon témoignage. Donc moi j'ai vécu un petit peu au Maroc et j'ai eu beaucoup de sollicitations pour me marier contre de l'argent. Donc on me proposait entre 4 000 et 10 000 euros. Ah oui, vous vous mariez, oui, c'est un mariage de gré. Me marier avec un Marocain. Oui, d'accord. Et donc, vous proposez combien, pardon, vous avez dit, mais 4 000 euros? En fait, ça dépend des gens. Il y en a qui font... Ça part de 4 000 euros quand même. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. D'accord. Et on m'a même proposé aussi un appartement au Maroc en plus. D'accord. Donc ça, c'était au Maroc. Et après, donc, notre témoignage sur ce même sujet, puis ça sera une question pour votre invité. Oui. Vous entendez bien, là? Oui, très bien, on vous entend. Moi, j'ai travaillé dans une association de réinsertion. Vous avez un écho. Est-ce que vous avez... vous avez enlevé votre haut-parleur, si vous avez un haut-parleur ou la radio. Oui, j'ai enlevé le haut-parleur. Oui. Donc, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle l'association Adélie. Il y en a plusieurs sur le secteur du Pays Basque. Oui. C'est une association de réinsertion. Normalement, c'est pour des gens normaux ou alors des gens qui sortent de prison, etc. Et en fait, il y a beaucoup de Marocains, et moi notamment, j'ai travaillé aussi avec des Syriens, et qui ne travaillent pas. Donc c'est là où je voulais demander à votre... non, pas qui ne travaillent pas, à votre invité. En fait, c'est des gens qui travaillent surtout pour avoir une carte de séjour. En fait, ils ne sont même pas français et ils travaillent. Et il y en a de plus en plus. Et donc, ils travaillent avec sans carte de séjour. Notamment, il y avait un Syrien, et puis qui était dans mon équipe, parce qu'il y a plusieurs équipes. C'est du travail assez difficile. Travaille dans quoi? Dans quel domaine? Alors, c'est par exemple ramasser les plastiques sur les plages. On fait aussi, on appelle ça BC, c'est-à-dire qu'on ramasse, vous savez, là où il y a les containers de recyclage. D'accord. Les surplus, on fait... Et donc, ils travaillent sans papier, et celui que vous aviez n'avait pas de papier. Disons que c'est pour ça que je voulais voir avec votre invité, s'il veut avoir, parce que moi je ne suis pas journaliste, mais s'il veut avoir des informations, moi je suis prête à lui donner, parce que d'ailleurs du coup moi j'ai arrêté parce que c'est très dur. Normalement c'est un truc de réinsertion, il devrait y avoir des formateurs qui sont plutôt psychologues, et en fait c'est l'usine quoi. Si vous voulez, les Marocains qui travaillaient, vu qu'ils travaillaient bien, ils étaient toujours, souvent ils travaillaient pour ramasser les déchets. Mais après vous faites aussi, donc je vous dis, il y a le travail de plage, il y a le travail... J'ai compris. Mais vous voulez dire vous quoi? C'est-à-dire vous voulez dire qu'en fait il y a énormément de gens qui travaillent comme ça sans papier pour acquérir la nationalité française à un moment donné, qu'ils espèrent. En fait, ils le font carrément venir. Moi je suis restée 6 mois, normalement c'était 2 ans de... Normalement c'est un truc sur 2 ans, mais moi je suis partie au bout de 6 mois.
Surtout qu'avec ce Syrien, au début, il était sympa, puis au bout de 3-4 mois de boulot, nous, on travaillait en extérieur, donc moi, je suis quelqu'un qui chante, j'aime bien être dehors. Et il commençait à me dire, arrête de chanter, chez nous, les femmes, elles font pas ça. Mais à un moment... Et c'était où ça ? C'était où ? C'est au Pays Basque. Au Pays Basque, d'accord. Alors, madame... Et en fait, ces associations, il y en a plusieurs. Moi, maintenant, la mienne, elle s'appelle Adélie, c'est sur Asquin. Et il y en a une autre qui fait pareil à Bayonne. Donc, en fait, ils font venir... Puis alors, les mecs, ils se font venir après les copains, quoi. Et nous, alors, ça rebondit avec votre invité qui disait que par rapport à l'immigration, moi j'ai toujours été contre l'Europe. Pourquoi ? Parce que étant donné le travail d'un maçon ou dans les champs, puisque moi je travaille dans les champs, dans les Landes ils embauchent beaucoup de Sud-Africains parce qu'évidemment ils sont payés moins cher et ils travaillent mieux. Mais nous on peut pas, on paye un loyer qui est énorme, qu'eux on les entasse. Ça c'est tout le problème. On est d'accord, Florence. Alors juste deux éléments. La question à votre invité, allez-y, très vite. Est-ce qu'ils ont le droit, ces gens-là, ils ont une carte. En fait, ils travaillent pour renouveler la carte de séjour. Donc, je comprends pas. Du coup, en plus, ils sont logés, on leur donne. D'accord. Est-ce qu'ils ont le droit, quoi, enfin. Oui, alors, madame, deux éléments de réponse à vos deux observations. D'abord, en effet, on sait que comme le mariage avec un Français ouvre le droit à un titre de séjour et ensuite, au bout de quelques années, automatiquement ou quasi automatiquement à la nationalité française, vous avez des systèmes de trafic qui se mettent en place. Vous y avez fait allusion, vous y avez été confronté lorsque vous viviez au Maroc. Il faut évidemment lutter avec la plus grande énergie contre ce qu'on appelle les mariages blancs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la situation économique et le fait qu'un certain nombre de secteurs économiques font venir une main-d'œuvre étrangère parce qu'elle accepte des conditions de salaire moins bonnes et des conditions de travail plus difficiles. On sait donc qu'un certain nombre de clandestins qui vivent en France travaillent au noir. Ils travaillent alors qu'ils n'ont ni titre de séjour ni titre de travail, mais ils travaillent parce qu'il se trouve qu'il y a des employeurs qui préfèrent cette main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier la responsabilité des employeurs français. Non, il ne faut pas l'oublier. Alors, lorsque je m'occupais des questions d'immigration à la fin des années 2000, nous avons mis en place des dispositifs pour permettre aux employeurs de bonne foi, lorsqu'ils recrutent un salarié de nationalité étrangère, les employeurs ont désormais la possibilité de s'adresser à l'administration et dans un délai très court de savoir si l'étranger en question est en situation régulière ou pas, si le titre de séjour qu'il produit est un faux document ou au contraire un document authentique. Donc nous avons mis en place ce type de dispositif, mais ça n'empêche pas, et vous avez raison, qu'encore aujourd'hui, un certain nombre de clandestins réussissent à travailler sur le territoire français et qu'encore une fois, je l'ai dit et je le redis à ce micro, il faudrait faire l'inverse, il faudrait donner la priorité à l'embauche précédée de la formation de personnes qui sont en France, français ou étrangers en situation régulière et qui n'arrivent pas à accéder à un emploi parce qu'ils n'ont pas la bonne formation. Est-ce que de ce point de vue, juste une question rapide, Patrick Stefanini, est-ce que l'Europe, de ce point de vue, si on regarde le bilan, a été un facteur d'augmentation massive de l'immigration parce que certains pays en avaient besoin ou pas ? Alors je ne crois pas. Dans le passé, je ne le crois pas. En revanche, vous posez une question redoutable. Il se trouve que la démographie française, elle n'est pas super brillante, mais elle est meilleure que dans beaucoup d'autres pays européens. Et la vérité, c'est qu'en effet, au sein de l'Union européenne, la France risque d'être isolée par rapport à beaucoup d'autres pays européens dont la démographie est complètement défaillante et qui risquent de se reposer intégralement sur l'immigration pour y faire face. Donc il faut que la France soit particulièrement vigilante par rapport à ces phénomènes. Clémence. Vous continuez à réagir et il y a déjà beaucoup de réactions par rapport justement à tous ces propos de Patrick Stefanini sur l'immigration et ces réalités qu'on nous cache. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours en studio avec André Berkoff et Patrick Stefanini, auteur de Immigration, ces réalités qu'on nous cache aux éditions Robert Laffont et qui nous abreuve de chiffres et de réalités mal connues depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes très nombreux à réagir aussi au standard 0826 300 300. On va aller à Bordeaux, on donne la parole à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Oui, bonjour.
bonjour, merci de prendre mon appel. Bonjour, monsieur. Voilà, moi, je trouve qu'il est intéressant de se faire une idée de ce que ça représente pour les dépenses de l'État. Alors, je ne sais pas si on trouve beaucoup de chiffres, mais on peut, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que je trouve que c'est une question vraiment intéressante. Toute autre question, mise à part d'ailleurs. Je vais vous proposer quelque chose, et j'attends que M. Stefanini commente et critique très certainement. Allez-y. Bon, pour se faire une idée, je propose de considérer, si je puis dire, un ensemble de 10 000 familles composées d'un père, d'une mère et puis de 3 enfants. Donc une famille, il est bien évident que ce qui rentre tous les ans, c'est bien supérieur à ces 10 000 familles. Hein. Mais ça permet de raisonner à partir de ce bloc de 10 000 familles. Allez-y. Alors, tout le monde, tous ces gens auront besoin d'être logés. Bon, je suis pas très généreux en estimant que le coût d'un logement, c'est de 300 000 €. Oui, d'accord. C'est pas généreux, d'autant plus qu'ils rentrent en général dans des zones vous qui comptez sont déjà une famille de 5 membres, hein, on est bien d'accord. C'est ça, de 5 membres, donc ça fait 50 000 personnes, et à Rome plus que ça. Donc, il y a 300 000 € pour 5 personnes, c'est pas trop. Vous multipliez par 10 000, ça vous fait 3 milliards d'euros. Donc ça fait déjà 3 milliards d'euros qui peuvent à multiplier, bien entendu, par le nombre de 10 000 familles. Hein. C'est au moins 3. Donc on peut considérer que les dépenses supplémentaires pour l'État seront d'au moins de 9 milliards d'euros uniquement. Parce qu'on n'est pas comme les Allemands qui ont de quoi loger tout le monde. Hein. Pour nous, chaque famille qui arrive, il faut construire un logement. On est bien d'accord. Ou alors on donne la place qu'occupait autrefois quelqu'un d'autre qui, à son tour, arrive dans un logement neuf. Donc, disons, ce point de repère, déjà, pour une famille, pour 10 000 familles, c'est 3 milliards. Et les dépenses, alors maintenant, dans cette famille, il y a 3 enfants. Encore une fois, c'est une idée. Allez-y. Donc 3 enfants, d'après des statistiques de l'éducation nationale, j'ai vu qu'on considère que le coût de l'éducation jusqu'au secondaire, c'est 100 000 €. Par personne, vous voulez dire, par enfant. Par personne, exactement. Donc vous multipliez par 3 enfants, ça fait encore une fois 300 000 €. Vous multipliez encore une fois par les 10 000 familles, ça vous fait 3 autres milliards pour éduquer des enfants. Ce dont évidemment je me réjouis totalement, à condition qu'ils aient profité de leurs études et qu'ils leur donnent des capacités, etc. Voilà, donc vous voyez, on en est déjà pour 10 000 familles pour 10 000 familles, 6 milliards d'euros. Et alors, il y a une chose qui m'avait aussi surpris, c'est j'étais allé regarder ce qui se passe sur le code de l'accueil des étrangers, et notamment pour le cas justement de l'appel des familles, donc du regroupement familial. Et j'avais remarqué quelque chose, enfin, c'est pas que j'ai remarqué, dans les textes il est indiqué, c'est pour ça que je parle de ces familles, qu'une famille de 5 personnes doit pouvoir justifier d'un revenu égal au SMIC plus 10%. Alors SMIC pour 10%, vous faites le calcul. Je parle du SMIC, c'est dans les 1 200 €, nous rajouter, etc. Mais surtout, ce que vous faites à ce moment-là, vous le transformez en niveau de vie. Voilà, vous transformez en niveau de vie. Alors, votre invité, là, qui est certainement un expert dans ce domaine, vous dira que quand on traduit en niveau de vie, parce que c'est une évidence, mais auquel on n'entend jamais parler de niveau de vie, alors que c'est absolument fondamental. Il est bien évident qu'un SMIC pour une personne, c'est quelque chose. Un SMIC pour un couple plus 3 enfants, c'est pas tout à fait le même niveau de vie. Donc c'est pour ça l'INSEE a donc défini des ratios qui sont très simples. Et on s'aperçoit alors que lorsqu'on prend justement ce fameux SMIC plus 10% et qu'on l'applique à la famille en question, on se retrouve à un niveau de vie, ça c'est intéressant, qui est très nettement en dessous du seuil de pauvreté. Pour être très précis, il est à 60% du seuil de pauvreté. Ce qui veut dire que l'on fait venir des gens. Attendez, et là j'ai pris encore un exemple qui est presque optimiste. On va rester là, non, parce que sinon on va rester. Déjà, je voudrais que Patrick Stefanini réponde à tous les chiffres que vous avez donnés. Vous en avez donné pas mal et c'est bien. Allez-y. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais donner 3 indications. La première, vous parliez de la pauvreté. En France, le taux de pauvreté, il est constaté chaque année par l'INSEE. Et on sait que dans la population immigrée,
le taux de pauvreté est de 38%, alors qu'il est de 11% pour la population non immigrée. Ça veut dire que dans la France d'aujourd'hui, nos capacités d'intégration sont beaucoup plus faibles qu'elles ne l'étaient il y a 40 ou 50 ans, essentiellement en raison du chômage de masse qui frappe la société française et qui fait que beaucoup d'immigrés qui précédemment s'intégraient par le travail n'ont plus la possibilité de le faire. Vous avez donné le chiffre du chômage déjà. J'ai déjà donné le chiffre du chômage. Deuxième indication que je veux donner, j'ai parlé tout à l'heure de l'aide médicale d'État qui bénéficie aux étrangers en situation irrégulière. On sait qu'aujourd'hui, le montant de l'aide médicale d'État, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est quelque chose de considérable. Plus d'1 milliard d'euros, rien que pour couvrir les dépenses de santé des étrangers sans papier. C'est ça. Et j'en profite pour extrapoler et pour dire que, de façon générale, la France a un système de prestations sociales qui est plus généreux que celui des autres pays de l'Union européenne. Et je formule dans mon livre une proposition, que je ne suis pas le seul à formuler, qui consisterait à réserver le bénéfice de ce qu'on appelle les prestations sociales non contributives à des étrangers présents en France, mais qui ont une certaine ancienneté de résidence. Par exemple, jugé à l'ancienneté. On pourrait dire, si vous n'avez pas 3 années de résidence en France régulière, et certains diront 5 années de résidence régulière, pas de prestations sociales non contributives. D'ailleurs, juste un mot, le Portugal n'en fait pas du tout, et d'autres pays, il faut le savoir. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Enfin, troisièmement, et je voudrais beaucoup insister là-dessus, monsieur, vous avez cité un certain nombre de chiffres, et je ne les conteste pas du tout. Simplement, il faut bien voir quel est le problème de la France d'aujourd'hui. Dans les années 60, il y a eu une vague d'immigration considérable, mais les étrangers qui arrivaient en France, ils trouvaient un travail, ils travaillaient régulièrement. À partir de là, ils payaient des impôts, ils payaient des cotisations sociales, et donc le système finissait par s'équilibrer. Le drame de la France d'aujourd'hui, c'est qu'une partie importante des migrants, des nouveaux immigrants auxquels on délivre chaque année un titre de séjour, une partie importante de ces nouveaux immigrants n'ont pas été recrutés en fonction de leur capacité à exercer une activité professionnelle. Et du coup, compte tenu de la situation économique difficile de notre pays, ces migrants ne travaillent pas et par voie de conséquence, ils vivent essentiellement de prestations sociales. Et c'est ça qui pose problème dans la France d'aujourd'hui. Donc, prestations sociales payées par tous les contribuables, évidemment, de notre pays. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Stefanini. Je rappelle le titre de votre livre « Immigration, ces réalités qu'on nous cache » aux éditions Robert Laffont. Vous avez été très, très nombreux à réagir. Vous étiez encore très nombreux sur la liste d'attente. Peut-être qu'il faudra qu'on réinvite Patrick Stefanini. En tout cas, merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis, tout de suite, comme tous les jours, Brigitte Lahaie continue.